1965. À la fin du mois de juillet, sur la route reliant Valençol à Gréoux-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, plusieurs témoins furent présents et stupéfaits d'observer un engin qui s'immobilisa au pied d'une colline, en bordure de la route, à proximité de deux grands marronniers. L'objet demeura stationnaire à environ 4 ou 5 mètres au-dessus du sol. De petits êtres en descendaient et y remontaient, sans qu'aucun support matériel ni aucune échelle ne soit visible. 1965, toujours en fin juillet. La Haute-Provence est encore sous le choc de la rencontre de Maurice Mas à Valençol avec ces deux étranges personnages et leur véhicule aérien en forme de ballon de rugby. Aventure dont toute la presse a longtemps parlé. Ce nouveau témoin, que nous allons appeler Monsieur L, garde son troupeau à quelques centaines de mètres de l'endroit où s'est produit l'atterrissage du 1er juillet 1965. Il est 22h et les brebis sont en liberté. Sous la surveillance des chiens, le berger s'est assoupi. Soudain, il est entouré d'une vive lumière. Il se dresse, lève les yeux vers le ciel et aperçoit, à une distance qu'il ne peut évaluer, un objet lumineux immobile et silencieux, ayant la forme, une nouvelle fois, d'un ballon de rugby. Vers le sol, l'engin projette un faisceau lumineux non éblouissant. Il restera stationnaire au-dessus du troupeau, toujours à la même altitude. Puis, il s'élèvera doucement et disparaîtra rapidement. Les bêtes n'ont manifesté aucune agitation. Monsieur L déclara qu'il n'avait entendu aucun bruit et qu'il ne pouvait s'agir d'un hélicoptère. Egon, donc nous voici sur un site d'atterrissage, un endroit mythique dans le domaine ufologique que tu connais si bien. Alors j'ai de la chance de t'avoir avec moi pour ce reportage et je voudrais qu'on revienne sur ton histoire à toi avec Valençol. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Alors d'abord, Virgile, absolument, on est sur un lieu iconique. On est sur le plateau de l'Olivol, là où le 1er juillet 65, un engin s'est posé et qu'un lavandier qui s'appelait Maurice Mas a été confronté à une rencontre absolument incroyable. Alors c'est vrai que Valençol, la Valençol est dans mon cœur à jamais inscrit. Parce que, imagine-toi, Virgile, que c'est ici que j'ai fait ma première enquête ufologique. J'avais 13 ans et j'avais pris la tête à ma mère, vraiment, en lui disant: je veux absolument voir une soucoupe volante. Ma pauvre mère devait supporter mes crises de gamin, et elle avait fini par céder, et elle m'avait largué ici, dans la lavande, ici même, avec mon copain Jean-Loup, mon copain d'école, et on avait une toute petite tente, et on est resté là plusieurs jours à guetter au milieu des lavandes le ciel, les étoiles, et à imaginer qu'une soucoupe allait sans doute atterrir. Point de soucoupe, mais tu sais, le pli était pris, et la passion chevillée au corps ne m'a jamais quitté. Alors, je suis quand même très fier parce que j'ai tenté de rencontrer à l'époque Maurice Mas, donc je suis allé au bar des sports, qui était tenu à l'époque par Dédé Moisson, le grand copain de Maurice. Et c'est vrai qu'à 13 ans, j'en paraissais 10 parce que j'étais tout petit en culotte courte. Je suis toujours en culotte courte d'ailleurs, j'ai toujours Bermuda là. Et puis je me suis fait jeter.
Parce que quand ils m'ont vu arriver, moi avec ma gueule enfarinée en disant: «Eh bonjour, je voudrais voir le monsieur qui a vu la soucoupe volante». Ils ont dit: «Oh le minot, on va le dégager, il est fada» et voilà, mais ça reste un fait de guerre absolument magnifique. Je le porte en moi, je le porte au revers de mon cœur comme une véritable décoration et je suis super fier. Voilà, en tout cas, je reviens toujours à Valençol et là, je peux te dire ce soir, je suis super ému d'être là. D'abord, vous sentez pas, mais ça sent la lavande partout. Ça sent tu sens la lavande là autour de toi? On est bien. On est bien parce que le temps est parfait. Il y a des étoiles, on a un ciel étoilé magnifique, on a la lune juste derrière nous. Voilà. Il n'y a pas un brin de vent. C'est, je pense que c'était le meilleur moment pour enregistrer cette histoire que tu as partagée lors de la conférence aussi aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais aussi que tu puisses la raconter pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo parce que ça m'a touché parce qu'on sent que Valençol, c'est plus qu'une histoire d'OVNI, c'est presque ce qui t'a mis un peu ce premier pied à l'étrier. Absolument, absolument, c'est le début, c'est mon tremplin en fait et puis, c'est vraiment là que j'ai fait mes 1ers faits de guerre en fait, hein et c'est là où est née ma passion, avoir envie de me déplacer, de rencontrer des gens et puis surtout c'était venir sur le terrain, être là en prise directe, en écoutant chuchoter les étoiles parce qu'elles chuchotent, hein, lorsqu'on est dans le silence et se dire que, pour Maurice Mas, elles ont fait plus que chuchoter, c'est extrêmement, extrêmement émouvant, vraiment. Donc, Valençol restera pour moi le lieu le lieu de toutes mes passions. Est-ce que je peux dire le lieu du départ? Absolument. C'est le lieu du départ, c'est ici. On peut dire que vraiment, c'est ici que ça a vraiment commencé. C'est-à-dire, j'étais tombé dans la marmite OVNI, hein, grâce à mon papa, mais c'est vraiment ici que tout a commencé. Ici même, sur ce beau plateau de l'Olivol, partout. Alors effectivement, hein, juste derrière nous, comme vous pouvez le voir, donc on a la représentation du vaisseau spatial qu'aurait vu Maurice Mas en 1965 et aussi un petit être, un petit extraterrestre, on va dire. Il y en avait 2 à l'époque, hein. Il y en avait deux. Alors bon, vous allez savoir plus tard pourquoi il n'y en a plus qu'un, pour des raisons, hélas, Un peu qui, triste. qui, qui, qui même nous dépassent, Un peu triste, ouais. et très triste, c'est certain. Et est-ce que tu as vu quand même les belles plaques qui ont été ici proposées aux curieux, aux amateurs de mystères du ciel? Ici, on a une plaque qui dit reproduc ah oui, c'est en fait, ici, ce sont les reproductions de la trace qui a été laissée par l'OVNI à l'Olivol. Alors on peut la voir, hein. Exactement, elle est juste devant nous. Alors par contre, Egon, entre nous, moi j'ai besoin de savoir, est-ce que ça s'est vraiment passé ici ou c'est un peu, on va dire, ce décor sert au passage en fait pour que les gens comprennent que Valençol se trouve ici et que forcément on fait référence à cette fameuse observation de Maurice Mas. Alors je crains bien que ce soit pas vraiment, l'emplacement exact, de la trace, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que l'atterrissage s'est vraiment passé ici, sur le plateau de l'Olivol, mais selon mes enquêtes, précédentes, j'avais retrouvé l'endroit exact et c'est proche d'un cabanon. Il y a pas de cabanon, mais je pense que c'est juste là-bas. Voilà, c'est juste là-bas. Ceci dit, je crois que par commodité, hein, parce qu'on est au bord de la route et donc les gens qui arrivent peuvent se garer et peuvent voir, la soucoupe et les stèles vraiment de la route. Je pense que c'est pour ça que ça a été fait là et c'est une très bonne idée parce que, si on avait dû vraiment, reproduire les traces et planter la soucoupe à l'endroit exact, ça serait pas accessible de la route. Je suis tout à fait d'accord et je vais dans ce sens-là d'ailleurs. Parce que quand on arrive à Valençol, en tout cas par cette route, là on n'a pas le panneau. Donc c'est vrai que peut-être, si on connaît l'histoire de Valençol, on peut se dire, ah, je crois qu'on est sur le bon chemin. En tout cas, on n'est pas du tout loin. Hein, on n'est pas du tout loin, on est là, c'est même pas un vol d'oiseau, un jet de pierre de l'endroit exact où s'est posée cette soucoupe et ces deux petits êtres qui ont bouleversé la vie de Maurice Mas. Tu sais ce qui est beau, pendant qu'on parle là, pendant cette magnifique nuit, hein, parce qu'il est tard, hein,
Mais je viens de voir une étoile filante passer pendant que tu parlais. Alors, il faut C'est que tu fasses un vœu. On est super. OK, alors mon vœu, je viens de le faire et tu vas peut-être y répondre. Voilà. Ah, je te prends au dépourvu, Egon. Là, c'était pas du tout prévu, hein. J'adore être pris au dépourvu. Eh bien, écoute, ça va être le cas. D'après ce que j'ai entendu, et tu vas me dire si c'est vrai ou faux, j'ai entendu parler, d'après quelques recherches, que Maurice Mas, alors bien évidemment, on a compris grâce à l'interview que vous allez voir plus tard dans le reportage de Maurice, l'ami de Maurice Mas, qu'il aurait fait une autre observation plus tard, Mhm. mais il serait allé plus loin, il aurait divulgué, enfin, disons les mots, on appelle ça un secret. Il aurait divulgué un secret à 3 personnes. Est-ce que tu connais? Alors moi, je sais qu'il y a Jacques Vallée, Marie-Thérèse de Brosse, et je connais pas le troisième par contre. Aimé Michel. Aimé Michel qui a été notre premier grand ufologue. Il faut vraiment redécouvrir le travail d'Aimé Michel, qui était un philosophe, penseur fulgurant, euh, un homme absolument magnifique, avec une pensée extrêmement précieuse, extrêmement belle. Et je sais que Aimé Michel a été le premier, en fait, à se rendre sur les lieux, à rencontrer Maurice Mas, et il a pu le rencontrer parce que Maurice était ami avec le frère d'Aimé Michel. Effectivement, Maurice a confié un secret à Aimé Michel, il a confié un secret à Marie-Thérèse de Brosse et il a confié un secret à Jacques Vallée. Mais il leur a promis de ne pas le divulguer, donc le secret est encore dans sa boîte et cravache bien des imaginations. Alors là, on cite quand même de belles références, hein. Je pense à Jacques Vallée, Marie-Thérèse et, Et Aimé Michel? et Aimé Michel. Donc c'est quand même Oui, oui, c'est du poids des lourd. personnes de référence, Du poids clairement. lourd, Et, magnifique. je trouve que quitte à partager un secret, je pense que vous ne pouvez pas trouver mieux en termes d'écoute. Et alors, je sais que tu es très proche enfin, même de 2 personnes qui connaissent ce secret. Moi, je vais te partager un secret. Est-ce que, en off, parce que ça reste un secret, donc on va peut-être pas pouvoir le divulguer, en tout cas pas pour l'instant, mais est-ce que tu voudras bien le partager avec moi secrètement aussi? On va voir si tu es sage. Donc je te promets d'être sage, parce que je t'avoue que d'être sur le terrain avec toi, d'avoir partagé cette magnifique conférence, à ce très bel événement, euh, j'ai envie d'en savoir plus. Là, je suis devenu, comme tu dis, un gourmand. Voilà, je suis gourmand d'informations. Maintenant, j'ai envie de savoir ce secret. On ne peut être que gourmand parce que quand on s'immerge, hein, dans Valençol, qu'on rencontre des gens qui l'ont connu, tu as vu, on a croisé plusieurs personnes qui ont connu Maurice et qui commencent à nous raconter. Et là, Maurice, petit à petit, s'incarne. Et c'est plus une histoire, c'est-à-dire que c'est plus quelqu'un qui vit entre les pages d'un livre, entre des lignes d'encre. L'homme commence à apparaître et fatalement, il commence à nous être sympathique. Et évidemment, on a envie, et c'est normal d'en savoir plus. Mais le problème, c'est que ces secrets qui ont été divulgués, mais Maurice avait expressément demandé qu'ils restent confidentiels. C'était la condition pour qu'il se livre. C'était, je veux bien vous raconter ce qu'il m'est vraiment arrivé, mais je vous demande de ne jamais le répéter. Il ajoutait même, vous savez, ce que je vais vous confier, je ne le confierai même pas à mon père parce que je pense que mon père se mettrait à penser que je suis fou. Alors, je rebondis une fois de plus là-dessus, mais on a quand même changé d'époque maintenant. Est-ce que tu penses que pour toi, un jour prochain, euh, voire les années qui arrivent, euh, est-ce qu'il ne serait peut-être pas bon euh, de divulguer ce secret parce que je pense que les gens à l'heure d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts, surtout sur le sujet de l'ufologie, avec tout ce qui s'est passé, les rebondissements depuis 2017. Je sais pas, je me pose cette question. Tu en penses quoi, toi?
Oui, moi je pense qu'un jour il va falloir que, bien sûr, il va falloir que ce secret soit révélé parce que de toute façon, c'est une expérience humaine et que l'expérience de l'un, heu, doit profiter aux autres, hein. C'est-à-dire, mais je comprends aussi complètement la position vraiment extrêmement frileuse, de Maurice Mas. Maurice Mas a été tellement malmené, il a été tellement importuné, il voulait plus parler de ça, il voulait plus entendre parler de cette histoire de soucoupe et et c'est vrai qu'il a vécu quelque chose d'exceptionnel, hein, comme le répète souvent, son ami. C'est exceptionnel! Exactement, Exceptionnel. que raconte son ami, Alors là, on parle de Maurice, l'ami, Chassepoul. voilà, Chassepoul, qui à chaque fois dit, mais c'est un personnage aussi, et une belle personne, une belle âme. Maurice Chassepoul, bah, on on va l'interviewer. Bah, c'est un chou à la crème, c'est un amour et on l'aime d'amour et il le sait. Oui, j'en suis sûr aussi. Egon, hier, on a eu la chance, mais alors toi, tu l'avais déjà vu une ou deux fois Deux le fois film. déjà, je l'avais vu déjà 2 fois, ouais, j'ai eu la chance de le voir, à La Turballe et à Carcassonne, oui, j'ai eu cette chance. D'accord, donc là, on parle en fait du film Valençol, qui est 65, sorti le 9 juillet. Valençol 1965, 1965, ouais. qui est sorti le 9 juillet, qui est un film de Dominique Filol. Et t'as assisté au tournage, je crois. Oui. Oui, oui, j'ai eu la chance de venir, d'assister au tournage et je suis venu avec mon amie, américaine Paola Reese, qui est une grande ufologue américaine, et elle était absolument fascinée et heureuse de voir, voilà, de voir un tournage ici, Tu me parles de Paola Harris, mais tu m'as pas dit qu'elle avait travaillé avec une personne que j'admire énormément dans le domaine ufologique, Alan Hynek. Absolument, elle a été l'assistante. Oh, Paola a un CV à faire pâlir d'envie n'importe qui. Elle a été l'assistante d'Alan Hynek. Alors Alan Hynek, pour ceux qui connaissent pas, peut-être ils en ont entendu parler en visionnant la série Blue Book, hein, qui était autour de ce personnage historique. C'est le père de Alan Hynek est le père de l'ufologie moderne, de l'ufologie scientifique. Paola Harris a travaillé aussi avec John Mack. Donc, Génial. magnifique John Mack, hein, qui était un grand psychiatre de Harvard. Excuse-moi le terme, mais qui en avait une sacrée paire. Oui, magnifique, absolument non, non, magnifique. Il faut lire les livres de John Mack qui sont bouleversants. Et donc Paola, oui, c'est quelqu'un, c'est donc aussi une mémoire précieuse. Et elle connaissait un petit peu l'histoire de Valençol, mais c'est pareil, elle n'avait jamais touché du doigt la réalité. Je l'ai amenée partout, elle est venue ici à l'Olivol, et puis on a assisté au tournage du film. Elle était très très heureuse, elle m'en parle encore avec plein de nostalgie, donc c'était génial. C'était absolument génial. Et je suis toujours très ému quand je vois le film de Dominique. Je trouve que Dominique a fait un travail absolument prodigieux. D'abord parce que c'est un hommage, un très bel hommage à Maurice Mas, qui le mérite amplement. Et puis il a fait ça avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de poésie. C'est un film très poétique et très émouvant, plein d'émotions. Et, et je trouve que Dominique a mis le doigt vraiment, le doigt dessus. Et je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion de voir Valençol 65, je vous conseille d'y courir, vraiment. C'est vrai on peut voir la difficulté d'être témoin. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que c'est très bien retransmis. Et donc, pour en revenir au cadre, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans l'école de Valençol où a été tournée certaines scènes, je crois celle De la euh, gendarmerie. de la gendarmerie. Absolument, ouais. Ah, c'était absolument magnifique, c'est-à-dire que c'était une projection à l'air libre, ce qu'il faut dire, hein, et on était sous les étoiles. Et évidemment, les étoiles au-dessus de nos têtes étaient raccord avec celles qui étaient sur l'écran. Puis c'était pareil, on était dans une odeur de lavande, on était là, à Valençol, là où tout s'est passé. Et évidemment, ce sont des moments extrêmement précieux. Bon, Elon, on est où là? Alors nous sommes dans la cour de l'école de Valençol et on va assister à la projection du film de Dominique Filol.
en plein air, à Valensole. Si c'est pas un cadeau, ça. Alors moi, j'ai adoré l'atmosphère aussi. Et je trouve même qu'on a vécu un moment unique, parce que quitte à voir ce film, Vous pouvez pas rêver mieux. mm, Hein, c'était quel cadeau de pouvoir voir ce film sur le cas de Maurice Mas à Valensole, à Valensole même, dans ces odeurs de lavande, et puis au-dessus sous ces étoiles. Et est-ce que tu t'es rendu compte, Virgile, dis-moi. lorsqu'on se tait, qu'il y a vraiment que les étoiles murmurent, les aborigènes ont raison. Moi, je me suis rendu compte de ça. Si vraiment, dans le silence le plus total, il y a un murmure. Les étoiles murmurent. Alors, on les entendait pas murmurer parce que pendant la projection du film, parce qu'il y avait la bande son, mais là, ici, ce soir à l'Olivol, si on se tait, vous allez peut-être entendre murmurer les étoiles. Écoute, j'espère vraiment qu'ils vont les entendre murmurer. Et c'est vrai d'avoir regardé le film sous les étoiles, avec la lune montante sur le côté, le film projeté à Valensole. Je suis ravi déjà d'avoir vécu ce moment, mais en plus de l'avoir partagé avec toi, Mais c'était un c'était plaisir. euh, C'était un c'était plaisir. vraiment un régal. Moi, je voulais vraiment te faire partager ce moment-là, parce on a souvent parlé tous les deux d'ufologie, et puis je t'ai dit, et tu te souviens, j'ai dit, écoute, Virginie, il faut que tu viennes, parce que là, on va s'immerger. Voilà, on va s'immerger dans cette histoire absolument incroyable. Et puis, et tu as vu, tu as rencontré des gens incroyables. La dame qu'on a rencontrée devant le bar, qui a commencé à te parler, qui connaissait Maurice, etc. Aujourd'hui, René est venu nous voir. René, c'est un homme Alors, magnifique. parle-nous de René, Ah justement. bah, il y a- c'est pas du tout la première, moi, la première conférence que je fais à Valensole. J'ai commencé à faire des conférences toujours à la mémoire de Maurice depuis plusieurs années. Et la première année, je crois, où j'ai fait une conférence, je leur avais fait un cadeau, c'est que j'avais retrouvé un document de l'ORTF à l'époque, des actualités, qui a été tourné le lendemain, c'est-à-dire le 2 juillet 65. Et donc, un journaliste de l'ORTF a débarqué à Valensole, et il est là en demandant: je veux parler à Maurice Mas. Et on lui dit: non, Maurice Mas, il est parti à Gien dans sa famille. Et c'est Dédé Moisson, le propriétaire du bar, qui était le grand ami, hein, de Maurice. Et c'était comme deux frères, il faut savoir. Et c'est Dédé Moisson qui sort et qui raconte, qui dit: voilà, oui, Maurice, il a vu, il était tout bouleversé, il a vu une soucoupe et deux aliens, etc. Et donc j'avais passé ce document, je l'avais projeté lors de ma première conférence. Et puis, il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit: vous savez, je suis vraiment très ému, parce que le jeune garçon, là, qui était au premier plan, qu'on voyait, et qui portait un Marcel blanc, eh ben, c'était moi. Donc, et il m'a raconté que le lendemain, il a pris sa mobilette, il est venu voir les traces, justement. Et ce qui était très drôle, il m'a dit: le trou central était à peu près d'une profondeur de 30 centimètres, et on a regardé au fond, et en fait, on a trouvé un crapaud. Il y avait un crapaud. Dominique en parle, l'a mis en scène dans son film, d'ailleurs. Et il était là, il est venu nous voir aujourd'hui. Sincèrement, je suis toujours ému, je suis toujours, quand je parle de Valensole, et quand je parle chaque fois de ce qui se passe, c'est ma famille de cœur. Voilà, je les aime. J'aime cette ville plus que tout, et ces Valensolais, je les porte là, dans le petit coffre de mon cœur. Mais ça se sent, ça se ressent et tu le transmets très bien. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a aussi une autre très belle visite. Encore, alors, est-ce un signe du destin? Je ne sais pas. Cette personne était venue à Valensole. Et puis, elle a vu cette affiche où il y avait la conférence, où il a vu les prénoms et s'est dit: oh, mais je vais les appeler. Et donc, on a vu Alain Denis, que tu as Oui, pu voir parce qu'on devait aller le oui, rencontrer. absolument. On a passé un moment magnifique avec Alain. Magnifique, on lui fait un gros bisou, hein, voilà. Et alors moi, j'étais ravi, voilà, j'étais ravi. Ça aussi, c'était un cadeau de la journée. Alors, moi, c'était important que tu le rencontres. Et bon, de toute façon, ça allait se faire un jour ou l'autre. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que, ben, comme tu as dit, c'est un cadeau. Lui, il veut plus trop reparler de tout ça, mais tu as vécu ce que j'ai vécu quand je me suis rendu chez lui,
où il y avait sa femme, son fils. Bon, là, il y avait sa femme aussi. Et tu as vu, il t'a expliqué sa rencontre, comment il a mimé la bête, comment ouais, ça approchait. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu vois un témoin comme ça s'exprimer à côté de sa femme voilà, s'arrêter à chaque détail et répéter les mêmes choses comme ça? Ah, moi, j'étais comme un enfant, hein, c'est-à-dire que j'ai ouvert grand mes oreilles, j'ai ouvert grand mes yeux, et puis voilà, j'ai dit merci. J'ai dit merci. Je, Tu sais, j'ai appris une chose euh, dans toutes ces années à courir derrière les ovnis. C'est-à-dire que j'ai appris une chose qui pour moi est extrêmement importante, c'est écouter avec beaucoup de respect, sans jugement, et, euh, et garder ça au fond de moi, comme des cadeaux. Mais là, le cadeau que m'a fait Alain, c'était absolument insensé parce que il m'a raconté son observation en détail, il l'a mimé, enfin non, j'étais un enfant, j'étais vraiment, je le regardais, je l'écoutais, tu as vu, j'étais bouche bée, et, et c'est magnifique. Voilà. De toute façon, j'ai cette relation avec les témoins, tu le sais, depuis toujours. Je les respecte profondément, je les écoute avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse. Et par rapport aux témoignages que tu écoutes, en lien toi avec l'ufologie, avec les ovnis, euh, est-ce que tu vois des similarités quand tu vois Alain, par exemple, qui s'exprime? Alors moi, sincèrement, hein, ça c'est mon ressenti, j'ai rarement rencontré de canulars. Euh, Sincèrement, ce que je note, même chez Alain, comme chez beaucoup de témoins, il y a le désir vraiment de communiquer quand ils se sentent en confiance, mais toujours cette grande interrogation. Il y a quelque chose. Euh, le cerveau continue de barater vraiment sans arrêt en se disant qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que c'était, pourquoi moi, etc. Et ça, je l'ai ressenti aussi chez Alain. Et c'est quelque chose que je vis avec beaucoup de témoins qui me disent tout le temps et pourquoi moi, pourquoi, qu'est-ce que c'était, expliquez-moi. Alors, c'est terrible parce que des fois, ils s'accrochent à moi en me disant expliquez-moi. Je leur dis, pour l'instant, je ne peux pas vous expliquer. En état de connaissance, on fait ce qu'on peut, on avance. Mais en tout cas c'est toujours extrêmement enrichissant. Et puis, ce sont des histoires humaines. On ne s'enrichit que lorsque l'autre est différent et uniquement lorsque l'autre vit quelque chose qui ne nous ressemble pas. Donc, ce sont toujours des cadeaux. Je trouve que c'est une belle façon de recevoir un témoignage que de dire que c'est un cadeau. Parce que moi, en tant que témoin, c'est vrai que alors je t'aime aussi énormément quand je raconte mon témoignage. Alors Regon, il faut savoir qu'il me fait raconter mon témoignage Ah, mais à beaucoup de personnes. Et à chaque fois, j'y mets la même intensité, les mêmes mots, les mêmes choses. j'adore. Mais j'ai l'impression qu'il revit la même chose et qu'il est content à chaque fois. J'arrête pas de l'emmerder en lui disant raconte, là, Virgile, raconte. Non, non, bien sûr, il faut raconter, il faut raconter. Et puis, il faut raconter plusieurs fois. Parce que moi j'ai vécu ça, c'est-à-dire que il y a eu des moments, ce que j'appellerais des petites épiphanies, comme ça, des moments magnifiques, quand d'un seul coup, un témoin va te lâcher quelque chose qui revient comme ça et qui fait sens. Il ne faut pas hésiter de raconter plusieurs fois. Alors évidemment, je sais que c'est compliqué parce qu'on a l'air de se répéter, de se dire là, je suis ici en Provence, on dit je suis un peu rababéo. C'est-à-dire, je raconte toujours la même chose. Mais non, non, non. Et puis, il faut raconter. Il faut raconter. Ouais. C'est vraiment raconter. Si vous vivez des choses, des situations absolument incroyables, racontez-les, mais racontez-les. Soyez fiers de les raconter. Surtout que, comme je l'ai dit auparavant, on vit une autre époque maintenant. Et j'espère qu'avec le travail qui est fait sur la chaîne, j'espère vraiment arriver à démocratiser ce sujet
de plus en plus. On va parler d'ufologie. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que les gens sont prêts à écouter, sont prêts à vous entendre, et on sent qu'il y a vraiment des choses qui avancent de ce côté-là. De toute façon, que seraient nos quêtes aujourd'hui si tout était comme ça, devant nous? Euh, Toute recherche scientifique commence par ça, par la chasse, hein, au trésor, aller débusquer, aller essayer de mettre un peu de lumière sur ce qui est caché, soulever la peau du mystère pour voir ce qu'il y a en dessous. C'est ça. Il y a un tropisme aussi quelquefois entre des apparitions d'ovnis et ce genre de créatures qu'on appelle des Exactement. cryptides. D'ailleurs, on les appelle des cryptides. C'est ça, c'est qu'il y a des cas ufologiques Mmh. qui sont répertoriés comme cas Absolument, ufologiques absolument. et qui finalement, donc quand on parle des créatures qui sont descendues dans de ces vaisseaux spatiaux, ben, ils sont tellement bizarres, ils ressemblent tellement à une créature, hein, disons-le, qui vont être répertoriés dans cryptozoologie, alors qu'à Oui. la base, c'est Ouais. c'est un cas Bah, ufologique. c'est-à-dire qu'ils ne sont pas humanoïdes. Voilà, ils sont pas humanoïdes, ils n'ont pas, comme les petits gris, une tête, des yeux comme ça. Ils sont soit tout couverts de poils, avec des ailes incroyables. On pense au Mothman avec ses ailes de chauve-souris, etc. Donc effectivement, on ne peut que les classer aux pages d'un bestiaire. Bestiaire fantastique. Absolument. C'est ça, un bestiaire fantastique. Mais voilà, maintenant, que sont ces créatures? Il y a encore du boulot! Oui, il y en a du travail. Et d'ailleurs, donc j'en reviens à ce domaine ufologique qui a beaucoup évolué, maintenant, et j'ai l'impression que, beh, le reste des sujets s'engouffre un peu, Mmh. et ça permet, beh, ce domaine, en fait, aide aussi les autres sujets qui sont un peu compliqués, comme la cryptozoologie, à être, mieux perçus, et à peut-être avoir, moins peur de s'exprimer, de parler beh, sur les cas d'observation. Et c'est pour ça que je dis qu'on vit une autre époque. C'est que même s'il y a des gens encore, pour une majorité, ne nous le cachons pas, très réfractaires, et qui vont, peut-être, voilà, encore une fois, dire qu'on a peut-être trop bu, enfin les clichés, classiques. Oui, c'est pas grave. Mais je veux dire quand même, moi, à l'heure d'aujourd'hui, ben, j'en souffre pas de mon témoignage, et tu vois, je l'ai exprimé maintes et maintes fois à tes côtés. Heu, j'en parle maintenant beaucoup plus facilement. Les gens, eh beh, tu peux le voir avec la chaîne, ont beaucoup moins peur, et je suis alors on vit une époque difficile aussi, mais en même temps, on vit aussi une ère, j'ai l'impression, de découverte. Il y a plein de choses qui se Mmh. passent, et ça, je trouve que c'est un réel espoir. Ça fait du bien. Bah, il y a quelque chose dans l'air comme, une ère de révélation, je trouve, alors restons optimistes, hein, mais c'est vrai que j'ai tendance à discuter, et autour de moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens ouvrent les yeux et se rendent compte un petit peu de certaines choses. Et puis de toute façon, ça j'en suis certain parce que je l'ai expérimenté vraiment, c'est que ce sont des sujets qui passionnent le public, hein. Alors même évidemment, il y aura toujours des rires, il y aura toujours mais parce que il faut excuser les gens qui rigolent. Même les gens qui sont féroces, il faut les excuser parce qu'ils sont peut-être pas prêts à entendre certaines choses, parce que ça les dérange et il faut comprendre que ça puisse les déranger. Moi, quand je raconte des histoires qui sont absolument absurdes, hein, on a des cas ufologiques enfin, comme le disait Aimé Michel à l'époque, ce sont un festival d'absurdité. En tout cas, c'est ce que vivent des témoins, vraiment. Moi, je comprends complètement que des gens puissent être réfractaires ou complètement consternés par ça, en disant, mais la tête lui tourne de raconter des histoires pareilles. Je crois que, tu sais, le dossier d'ufologie peut vraiment débecter dans un premier temps. Mais ça aussi, je l'ai vu, c'est que plus les personnes on décident un jour de vraiment retrousser leurs manches et de se dire je vais jeter un œil à l'intérieur, ils sont complètement piégés par l'histoire. On n'en sort pas indemne. On plonge, Mmh.
Et là, d'un seul coup, il va falloir ouvrir des portes et des portes et des portes parce que, j'en parlais, tu as vu, pendant la conférence, je disais, c'est aussi un sujet transversal. C'est pas qu'une histoire de je vois une lumière, je vois un truc en tôle et boulon qui se pose avec des petits êtres qui bougent. Non, non, non. Pour essayer d'aborder le sujet ufologique un peu de façon, allez, circonstanciée et un peu sérieuse, il faut se pencher sur la géopolitique, la théologie, la mécanique quantique et tellement de choses. C'est-à-dire que oui, c'est un sujet transversal qui demande beaucoup de recherche, beaucoup de concentration, beaucoup de curiosité. Et moi, j'ai connu des cas comme ça de personnes autour de moi qui au début rigolaient et qui par curiosité, en disant: «Ah bah, c'est vrai, tu m'as parlé d'un truc, je vais essayer de regarder». Alors, je vais sur internet, j'achète un bouquin et qui tombent dedans. Et et ça va les phagocyter complètement pendant 1 année, 2 années où ils ne vont faire que ça. Moi, j'ai eu plusieurs cas comme ça. Alors, mmh, je comprends complètement que les gens puissent rire, puissent hausser les épaules. Ils ont le droit. Puis après tout, nous sommes aussi, tous différents et peut-être que des gens, et les personnes qui trouvent ça inintéressant ont le droit de trouver ça inintéressant. Ils vont s'intéresser à autre chose et tant mieux. Mais je pense pas que ce soit un sujet bénin. Bon, de toute façon, on voit aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis, hein. C'est considéré en plus comme enfin, le dossier est considéré aujourd'hui comme une menace de sécurité nationale, donc ça frémit un peu partout. C'est pris super au sérieux. Heu, mais c'est un sujet qui aussi, je le disais, qui est assez évolutif et qui, peut-être nous permet de poser un regard neuf sur le réel qui nous entoure. C'est très bien dit et je trouve que sur ces belles paroles, je ne peux que te remercier Non, c'est moi qui te de ce remercie. magnifique échange qu'on a eu, sous ce beau ciel étoilé ici à Valensole et et je rajouterai que peut-être que tout ce qui se passe autour de nous avec ce phénomène ufologique ou cryptozoologique et bien d'autres, Mmh. peut-être essaye de nous faire à réfléchir Mmh. à ce qu'il peut avoir plus loin et réfléchir autrement, différemment. En tout cas, j'ai envie d'imaginer ça et de le penser. Oui, oui, ouais, moi je dis souvent, hein, il faut garder, l'enfant en soi intact parce que l'enfant, en soi s'émerveille. Ça, c'est très important de s'émerveiller, de s'étonner parce que ça, je le répète tout le temps, attention, hein, c'est pas gratuit, hein, c'est pas juste, un caprice. C'est parce que toute démarche scientifique commence par l'étonnement et il faut surtout éviter d'être, des adultes, blasés parce qu'une partie des adultes, considèrent notre monde comme une habitude, hein, ce qui est terrible, comme une chose admise sans surprise, alors que c'est faux parce que notre monde est plein de surprises. Il y a des miracles partout, chaque jour, partout. Regardez l'espace, regardez les océans, regardez les végétaux, regardez les animaux. Ce sont des miracles, ce sont vraiment d'incroyables miracles. Et peut-être que ces dossiers-là nous permettent de retrouver l'enfant en nous et ce que je disais, vont nous permettre de poser à nouveau un regard étonné et émerveillé sur tous ces miracles qui nous entourent parce que notre univers et notre monde est merveilleux. Je trouve ça génial que tu parles, de l'enfant qui continue d'être là, à l'intérieur de nous. Mmh. Je dirais que pour beaucoup, il sommeille Oui. en eux. Mmh. Moi, je pense, tout comme toi, qu'il est encore là, il est encore bien présent En tout cas, et le mien est très présent, hein. Ah bah, moi, le mien, je peux vous dire que le mien, il est très présent et il sanglote quelquefois. Je lui parle, je le rassure, mais non, non, il est toujours présent. Là, ce soir, par exemple, il est super présent. Il est super présent. il est super présent parce Mmh. que, beh, tout simplement, quand je repense, et nous y sommes, à l'observation de Maurice Mas, Mmh. qui a eu lieu au pas loin, il parle quand même d'êtres de petite taille Ouais. qui ont l'air très jeunes, Mmh. on dirait des enfants Mais c'est ce qu'il et dit, qui ont hein, ce c'est regard innocent qui oui. Il dit: «Ils ont la taille», ils mesuraient quoi? Ils mesuraient 1 mètre, 1 m 10 au maximum. On aurait dit des enfants, mais ils avaient un regard très doux. J'ai vu beaucoup de bonté dans leur regard. Oui, oui, oui. c'est ça, beaucoup de bonté, beaucoup de Mmh. sagesse et c'est bien que tu parles d'enfants parce que, beh, ça rejoint le témoignage, le vécu de Maurice Mas. Oui. Et dis-moi, pour partir, on fait comment? Est-ce qu'on rentre dans la soucoupe?
On va aller dans la soucoupe. Est-ce que vous voulez qu'on parte en soucoupe volante? Bon, je suis sûr que là, ils vont tous dire oui. Le problème, c'est que j'ai pas mon permis. Hein. Eh bien, ne t'inquiète pas, j'en ai pas non plus. Donc comme ça, on est mal barré. Mais on aime l'aventure, c'est pas grave. Comme ça, si on se crache, ben, il y aura un nouveau crash. Absolument. Voilà, et ils pourront récupérer 2 pignoufs au milieu de nulle part. Voilà. Virgile et Igor, le nouveau Roswell. Voilà. Bon, mais écoute, on y va. Allez. Allez, c'est parti. Valençol est en émoi depuis 48 heures avec l'apparition d'une soucoupe volante. Je me trouve au Café des Sports de ce charmant petit village. Il fait très chaud, les joueurs de belote s'en donnent à cœur joie. Dites-moi, messieurs, le principal témoin de l'affaire, monsieur Mas, est parti en vacances. Est-ce que quelqu'un pourrait me raconter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ou à qui on a raconté quelque chose? Monsieur Moisson! Le patron de l'établissement, monsieur Moisson. C'est aujourd'hui. Monsieur Masson est aujourd'hui la vedette du village. Vous fûtes en quelque sorte le confesseur de monsieur Mas qui était dans son champ lorsqu'est apparue cette soucoupe volante. Alors racontez-nous. Ça, la matinée, Maurice Mas est venu, c'était son ami, et il m'a raconté qu'il avait vu un engin se poser dans son champ. Et il m'a dit de ne pas en parler, vu qu'il serait peut-être embêté. Ou... Et vous avez pu garder le secret combien de temps? Jusqu'au lendemain. Et le lendemain Le matin, tout le monde, on a un peu parlé, et tout le monde provençal est venu. tous les journaux de la région Tous les sont gens de la région précipités. sont venus, voilà. Alors effectivement, d'après vous, est-ce qu'il y a eu une soucoupe volante à Valençol? Moi, je crois, parce que d'après les empreintes qui sont produites sur le terrain de M. Mas, effectivement, un engin se posait là-dessus. Les empreintes sont très Ils visibles. sont très visibles, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par des Non, amateurs non, ou... par aucun appareil connu, je crois pas. Et est-ce que monsieur Mas est une personne qui s'amuse à faire des blagues de temps Non, en temps? je dis pas. Non, non, moi, là, j'ai eu l'impression que vraiment il a dit la vérité parce que vraiment il était un peu émotionné de l'engin qu'il avait vu. Hein. Et est-ce la perspective du développement de cette affaire qui a fait partir monsieur Mas sur la Côte d'Azur? Non, c'était un voyage qu'il devait faire parce qu'il devait transporter sa fille à Marseille, chez des amis, des pêcheurs, en Gien. Alors les Martiens à Valençol, cela ne me fait pas peur? Non, mais je crois pas, non. Parce qu'effectivement, il a dit également qu'il avait vu un Martien. Deux même, ouais. Deux même. Deux même, un qui était posé à terre et l'autre qui était dans la cabine. Et puis l'engin est parti. Et l'engin est parti de suite après quand il a été aperçu. Quoi. Le point d'interrogation semble s'être envolé en même temps que la soucoupe et aujourd'hui, si les empreintes posent encore un problème aux enquêteurs, il semble cependant que la soucoupe ait été en réalité un hélicoptère, une Alouette 2 ou 3 qui participe aux manœuvres Provence 1965. Quoi qu'il en soit, la vie à Valençol n'en est pas pour autant perturbée et les habitants continuent à additionner les soucoupes à la terrasse des cafés en pratiquant l'un de leurs sports nationaux. Bonjour, me voici ici à Valençol, au spot de l'ufologie. Je vais enquêter ici plusieurs jours pour essayer d'en apprendre un peu plus sur cette affaire. Et j'espère que par la même occasion, vous avez aimé cette première partie d'intro en compagnie d'Egon Kragel dans une ambiance, on va dire, un petit peu temps X. Alors, j'ai pas trop connu cette époque-là. Mais j'ai regardé quelques extraits et je trouve que l'ambiance était très intéressante. Donc j'ai essayé de reproduire un petit peu cette émission des frères Bogdanov, mais ça le menton. D'ailleurs, je vais commencer ma mission ici même avec un touriste qui se trouve derrière moi. Je vais aller le rejoindre de ce pas. Dites-moi, monsieur, vous avez du pif pour venir ici ? Oui, parce que on nous dit que le 1er juillet... Avec le cœur grand, sans même trembler, dans le silence il a vu l'inconnu, et l'homme est resté debout, jamais vaincu. Les gens doutaient. Le secret d'un jour dans les champs de Valençol, où connexion mystère en sera la boussole. Un homme, un chant,
la paix retrouvée, le courage d'une personne qui souhaite dire la vérité, avec le cœur grand, sans même trembler. Dans le silence, il a vu l'inconnu, et l'homme est resté debout, jamais vaincu, avec le cœur grand, sans même trembler. Dans le silence, il a vu l'inconnu, et l'homme est resté debout, jamais vaincu. Rencontre insolite à Valençol. Ce week-end, les ovnis étaient mis à l'honneur. Depuis 2015, c'est un rendez-vous qui gagne en popularité. Les rencontres ufologiques de Valençol, co-organisées par l'association ufologique de Valençol et le centre d'études OVNI France. L'événement, alors de différentes conférences, fait salle comble avec un public très varié d'experts en ufologie ou de néophytes intrigués. Écoutez. Nous croyons donc aux ovnis, on est persuadé que l'histoire est réelle et qu'en fait on est visité, voire même ils sont peut-être même parmi nous. Après on croit ou on ne croit pas, nous ça nous passionne et puis au moins ça nous fait sortir de la vie de tous les jours, qui est elle pas rigolote du tout. Des cas où c'est une erreur d'interprétation, mais il reste quand même un pourcentage élevé de cas inexpliqués qui ramènent vers les extraterrestres et les ovnis. Le côté un peu magique de quand on est enfant, qu'on regarde les étoiles et qu'on se demande ce qui se passe là-haut. Et puis il y a aussi maintenant tout ce côté scientifique, il y a de plus en plus de professionnels qui étudient pour viser à expliquer, pour interpréter s'il y a des méprises ou pas. Dans ce reportage, nous allons bien évidemment revenir sur l'affaire de Maurice Mas. Nous pourrons découvrir davantage de détails sur ce qu'il a observé. Car pour la première fois, il apparaîtra qu'il n'a pas vécu qu'une seule rencontre. Et cela de la part d'une source sérieuse et fiable. Nous pourrons aussi entendre que dans les environs de Valençol, d'autres témoins ont également rapporté des expériences étranges. Il est donc temps de donner plus de poids à ce dossier, mais aussi de montrer qu'il faut cesser de fermer les yeux ou de chercher systématiquement une explication rationnelle dans le cadre de notre normalité actuelle. Par respect pour ces témoins, ceux qui ont eu le courage de s'exprimer, parfois au prix de leur carrière, de leur réputation ou même de leur vie de famille, et qui n'ont jamais changé leur version jusqu'à leur dernier souffle, nous devons faire l'effort de chercher des réponses dans ce que nous comprenons encore très mal. Honorons leur mémoire en reconnaissant que leur témoignage constitue aujourd'hui une source essentielle dans la quête du mystère. Salut Alain, comment ça va? Pleine forme, très bien Virgile. Alors dis-moi, merci déjà de me recevoir ici dans ton enceinte. Est-ce que tu peux me dire dans un premier temps, quel est ton travail? Qu'est-ce que tu fabriques?
Alors ici, c'est la vieille distillerie du grand-père qui a appartenu à Maurice Mas, dont on parlera plus tard. Ici, c'est un lieu de culture, puisque anciennement, c'était l'alambic où on fabriquait, jusqu'à il y a 18 ans de ça, toutes les huiles essentielles. Ici, c'est la capitale de la lavande, Valensole forcément. Donc lavande, mais aussi les plantes à parfum telles que la sauge, le thym à l'époque, voilà. Mais on a fermé il y a 18 ans ici, donc j'ai transformé ça en exposition, sans prétention, mais endroit très ludique, avec une partie négoce avec nos produits locaux, petit jardin aromatique. On fait vivre l'histoire en fait de comment on faisait tout ce qui est autour de la lavande. Et la partie restauration aussi, où tu as pu déguster quelques plats. Effectivement, et c'était très bon, D'ailleurs, je repars avec un savon à la lavande et un sirop à la lavande parce que je me suis, disons-le, je me suis nourri de lavande ces quelques jours où je suis resté ici, mais j'y suis encore, mais je vais repartir très bientôt. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc il y a une histoire, ici en ces lieux avec Maurice Mas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oh, l'histoire, elle est simple. 1965, Maurice Mas, l'homme qui les a vus, un grand cas ufologique français, rencontre du troisième type, me semble-t-il. Donc Maurice Mas, le matin, l'histoire a été relatée plusieurs fois sur YouTube et j'invite tous les abonnés et autres à aller voir ta chaîne parce que ce sera relaté de manière extraordinaire. Donc Maurice Mas, le matin, voit quelque chose dans le champ, je la fais courte. Il se pose la question qu'est-ce que c'est. Quand il avance, il voit la soucoupe, il est inoptisé, l'histoire continue comme ça. Il s'est passé quelque chose, ça c'est sûr. Je ne sais pas quoi, mais je peux vous garantir, parce que j'ai eu les photos de mon oncle le lendemain matin de 65, donc le jour où ça s'est produit, le lendemain, avec les photos en Polaroid que j'avais transmis à plusieurs organismes ufologiques, avec le trépied, donc ce qui s'apparentait aux 3 pieds de la soucoupe, et les carbonisés, vous voyez, avec des trous dans le sol, donc il s'est bien passé quelque chose. Donc toi, tu penses, clairement qu'il a bien vu ces êtres et qu'il y a bien quelque chose qui s'est passé à cet endroit-là. Il s'est passé quelque chose, ça c'est sûr. Je ne vois pas quelle personne, pour 0 €, enfin franc à l'époque et ancien franc encore, aurait relaté une histoire de fou comme ça, d'accord ? Parce qu'il est passé, pour beaucoup de gens, c'était encore une autre époque, on était moins ouverts sur le sujet. Dieu merci, les temps changent et les paroles se délient et on en apprend tous les jours encore. Je pense que même la semaine que tu as passée, les quelques jours ici, tu as dû apprendre encore des choses un peu qui étaient un peu encore cachées, qu'on n'osait pas dire. Vous savez, c'est des villages Haute-Provence, un peu austères, les mentalités fermées qui s'ouvrent, mais rappelons-nous de l'époque, 1965, il y avait juste les premières télés, limite noir et blanc. Non, mais on rigole là aujourd'hui, Virgile, mais vraiment, il faut se remettre dans le contexte. Vous passiez vite pour un fou sur les cas, et surtout, on taisait des choses comme ça. Et Maurice, avec tout le cœur qu'il avait, parce que c'était un homme avec du cœur, très très belle personne, Maurice, d'accord, il n'aurait jamais inventé un truc comme ça pour rien du tout, et ça lui a fait quand même du tort professionnellement ou autre. Bon, il s'en est remis certes, mais il a arrêté d'en parler au bout d'un moment. Je ne vois même pas pourquoi il aurait inventé un truc comme ça. Il s'est passé quelque chose. Alors, extraterrestre, militaire, surnaturel, je ne sais pas parce que j'étais pas là. Pour moi, il va de soi que c'est extraterrestre vu ce qui est relaté. Et je crois mot pour mot ce qu'a dit Maurice. Alors du coup, toi qui es originaire du coin, est-ce que quand tu étais très jeune, quand tu étais minot, qu'est-ce que tu as entendu par rapport à tes parents, peut-être à tes grands-parents ou d'autres personnes qui entourent ta famille ? À te dire la vérité, Virgile, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on ne relatait pas trop ces choses-là. Alors, je l'ai eu entendu, mais ça n'a jamais été une discussion qui est revenue récurrente. Alors qu'aujourd'hui, honnêtement, on en parlerait pas quotidiennement, mais pas loin. C'est un truc qui reviendrait. Moi-même, on en parle souvent, même avec mes employés, mes enfants et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous intrigue, vous voyez, parce que quand même, c'est un cas unique. Et il en existe plein sur Terre. Il y a trop de témoignages, enfin, c'est mon opinion, trop de témoignages pour qu'il ne se passe rien. Et ce cas-là est quand même quelque chose d'assez important. Mais pour revenir à ta question, dans la famille, c'était jamais tant évoqué que ça. On en a eu parlé, mais ça n'a jamais fait de long. Et pourtant, du vivant de Maurice, j'ai été là, j'ai connu Maurice Mas, il était sur la fin, moi j'étais encore assez jeune, mais c'est jamais quelque chose qui est revenu. Pourtant, Maurice, j'ai discuté avec, c'est jamais venu ce sujet-là à table. On a eu parlé 2 fois, mais comme je te dis, pas plus que ça. Alors c'est vrai que juste avant, tu me disais que c'est difficile de parler de ce genre de sujet, et je te rejoins complètement parce que j'ai appris au fil des jours où je suis resté ici qu'il y avait aussi un autre cas
ufologique qui s'était passé et que finalement ce monsieur n'avait pas pris la parole dû aux échos de l'observation de Maurice Mas. Et on voyait que la situation était compliquée, difficile à vivre, et il ne voulait pas que ça soit la même chose pour lui. Du coup, il a tué la chose, il a pas raconté. Donc maintenant, heureusement, ça va être chose faite et j'en suis très content. C'était peut-être 3 ans après Maurice. Il a percuté le gars, il veut dire, il prend sa voiture, il rentre à la maison, il raconte à sa femme lui dit surtout, bon, je vais être tranquille. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était difficile d'en parler, comme tu le dis, et ça devait être aussi très difficile à vivre. Oui, certainement. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une autre époque, on ne s'y met pas là. Aujourd'hui, la parole pour ces choses-là, c'est démocratisé, et Dieu merci, parce que finalement, quand on a vu quelque chose, je ne vois pas pourquoi le taire, c'est ce qu'on a vu. Même si on pourrait dire qu'une invention ou une vue de l'esprit, mais peu importe, il n'y a aucun mal à dire de relater ce qu'on a vu. Mais tu vois, l'histoire de Maurice a refroidi cette personne, dont je n'avais pas eu vent d'ailleurs, et je te remercie d'enquêter. Comme quoi, ça a du bon de creuser, encore creuser, de ne pas s'arrêter au premier fait et aux choses qu'on nous dit. Vous voyez, et cette personne donc, a été refroidie, comme beaucoup, je passe, de cas en France et dans le monde. Alors, je ne connais pas tout le monde entier, mais au moins des mentalités européennes, vous voyez, frileuses là-dessus, du qu'en dira-t-on. Surtout, je le répète encore une fois, les petits villages, un peu arriérés, tout le monde se connaît. Finalement, le pour et le contre, il y a beaucoup plus de contre que de pour, de passer, excusez-moi de parler comme ça, mais pour un con, tout simplement, alors que la personne ne dira juste ce qu'elle a vu, tout simplement. Oui, complètement, et c'est peut-être pour ça aussi que Maurice parle de secrets qu'il aurait partagés avec certaines personnes. Parce que il a vécu quand même des moments difficiles avec sa famille, parce qu'il y avait son fils, sa femme, sa fille, donc il n'était pas tout seul dans cette histoire, même si lui seul a vécu cette observation. Donc je peux comprendre que par la suite, il n'ait pas voulu divulguer plus. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, moi je pense comme toi. On ne peut pas se rendre compte, parce qu'on est une autre époque, encore une fois, je le répète, où maintenant, avec les chaînes YouTube, là, ça c'est démocratisé, la parole est ouverte, on aura même des gens qui peuvent inventer, pourquoi pas. Mais pour le cas de Maurice, je veux dire, il y avait beaucoup plus à perdre, il en a appris à ses dépens, et je peux comprendre que comme dans la vie, on a un cercle proche de confiance, et c'était le cas de Maurice, parce que c'était quand même un monsieur important du village, et quelqu'un d'aimé, et vraiment une belle personne. Donc il est relaté les faits, et même des choses que je ne sais peut-être pas, vous voyez, des petits détails suite à cette aventure, mais qui n'a pas divulgué au-delà de... Et son cercle proche, pareil, quand on parle d'amis, donc ils ne divulgueront pas un secret qui a été donné. Et je peux comprendre Maurice, parce que finalement, tous les colibés, les gens médisants, parce qu'il y en a aussi en Provence, même ils sont gentils, vous savez, encore une fois, Maurice était un propriétaire terrien, jalousie, tous les moyens sont bons pour descendre, et dans le monde Internet, je pense que c'est la même chose. Il n'y a pas tant d'amis que ça au final, donc tous les moyens sont bons pour faire passer quelqu'un pour fou, pour discréditer, alors que ça ne discrédite pas Maurice, il a vu ce qu'il a vu, il a relaté. Mais après, je pense qu'il en a beaucoup souffert. Encore une fois, moi, Virgile, j'étais trop jeune pour faire l'analyse, la conscience de tout, et pour avoir tous les paramètres, mais en réfléchissant au cas et tout aujourd'hui, et surtout sur le mal-vivre qu'a dû avoir Maurice à cette époque, je pense que ça a dû être assez gênant pour lui. Dis-moi, Alain, avant de finir, est-ce que pour toi, cette affaire te semble à 100%, je dis bien 100% vraie ? 100% vrai. Je ne dis pas 100% extraterrestre, je te dis 100% vrai, il y a eu quelque chose. Maintenant, comme je sais que tu es un professionnel et que tu ne fais pas les choses à moitié et que tu enquêtes en profondeur et avec toute la sincérité, en plus j'ai appris à te connaître sur 2-3 jours, pas fondamentalement, mais vraiment tu es la personne que j'imaginais, vraiment super, et j'invite tout le monde à abonner à ta chaîne parce que vraiment tu es quelqu'un de bien, fondamentalement. Donc dis-moi la vérité. Est-ce extraterrestre, Virgile, s'il te plaît ? Alors, je vais essayer. Alors, merci pour ces mots, Alain. Alors, Alain, c'est un amour aussi. Et, bon, je l'ai dit hier, j'ai eu aussi la chance d'interviewer un jeune apprenti qui s'appelle Gabriel. Très brave garçon, d'ailleurs, au passage. Et d'ailleurs, on voit que tu as un beau rôle éducatif, je trouve, aussi ici au sein de ta structure. Je l'ai remarqué, et même tu es quelqu'un d'assez lumineux, de rayonnant. Et je trouve que ça, les apprentis, je trouve ça ils reflètent un petit peu cette image que tu donnes. Et c'était très beau à voir. Donc,
Donc d'ailleurs, en parlant de ça, comment s'appelle ton bâtiment avant que je réponde à ta question? Alors nous, c'est Expo Lavande et son histoire, d'accord? L'entité, après il y a le petit restaurant le midi et l'entreprise, mais Expo Lavande et son histoire, si vous voulez venir, on vous accueille avec grand plaisir. Et on essaiera d'être aussi rayonnant que tu le dis. Ils le confirmeront, j'en suis sûr, surtout qu'il faut préciser que tu te donnes beaucoup de mal pour essayer de restaurer certaines photos, certaines images et faire perdurer cette histoire ici auprès de Valençol. Alors pas forcément, et loin de là d'ailleurs, de ce cas ufologique, mais surtout ce travail qu'il y a auprès de la lavande, du lavandin. Et c'est un petit musée fort charmant que vous pouvez visiter gratuitement. Et en plus, je crois qu'on peut... Un audio guide, voilà. Vous êtes les bienvenus. Tout ce qu'il y a à savoir sur la lavande, alors c'est à notre échelle, hein, c'est pas non plus le Louvre, on ne fera pas de concurrence au Louvre, mais c'est très très ludique. Et moi, je descends de très vieilles familles lavandicultrices et paysannes, mais depuis des siècles et des siècles. Et c'est vraiment un honneur et un devoir aussi de transmettre. Et via mon fils encore, mon neveu qui perdureront, vous voyez l'histoire familiale, mais plus que la famille encore, l'histoire de notre région et qui plus est du plateau de Valençol, le plus grand plateau d'Europe. C'est vraiment une émission, c'est pour mes aïeux qui nous ont beaucoup apporté. Puis comme tu l'as senti, sans prétention, c'est vraiment un lieu social, de sociabilité, d'accueil, de chaleur, comme c'est l'être la Provence. Écoute, je te le confirme. Et en plus, alors c'est un autre accent en Provence. Mais ça ressemble un peu à l'accent du Midi que j'ai. Hein. Attention pour mon accent. J'ai vécu 6 ans au Pays Basque et j'avoue que j'ai un accent intermédiaire quand même. Cela dit, entre les deux, on tombe dans le Midi chez toi. Complètement. Mais ça se ressemble un peu, sauf que c'est peut-être un petit peu moins fort, ça soit un petit peu moins cher. Je tiens à préciser qu'on était tous sous la Languedoc, hein, quand même. Exactement. Et c'est bien de le rappeler d'ailleurs. Ouais. Alors, voilà, c'était important pour moi aussi de mettre en avant ta structure, mais aussi ce que tu fais ici avec ce petit musée qui est intéressant, où on apprend plein de choses, et tout cela gratuitement. Alors, je vais devoir répondre à ta question. Merci. Je vais devoir répondre à la question d'Alain. Alors, oui, mais c'est bien que tu me poses la question. Alors, je vais être franc avec toi. Moi, en ce qui concerne la venue de ces petits êtres, alors... Tu disais extraterrestres, moi je ne sais pas ce qu'ils sont. Est-ce que ce sont vraiment des extraterrestres? Est-ce qu'ils viennent d'un autre plan de la réalité, d'une autre dimension? Enfin, il y a tellement d'options. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Voilà, donc par contre, une chose est sûre, et c'est vraiment d'une simplicité absolue, c'est que pour moi, ces êtres-là sont venus tout simplement chercher de la lavande ici. Parce que la lavande... Et j'ai pu l'apprendre au travers des jours où je suis resté ici. On est dans un travail de grande qualité, ça sent bon partout, on mange lavande, on se savonne lavande. Et je me dis, si j'étais un être d'ailleurs, peu importe où, et que j'adore cette plante et que je souhaite en récupérer des semences, je pense honnêtement, en toute humilité, que je viendrai fort probablement ici à Valençol. Et si c'est pas à Valençol, à côté. C'est le pays, on va dire. Donc moi, c'est très simple, mais voilà, moi je vois ça comme ça. Ça peut paraître loufoque, bizarre, mais voilà, je suis pas allé chercher midi à 14h. Si je peux me permettre, c'est pas si loufoque que ça. D'accord, pourquoi venir à Valençol? Oui, c'est une des théories possibles, tout à fait. Et tant mieux s'ils en ont récolté, parce que la lavande, ça a plein de bienfaits. Ça déstresse. Autant c'est des êtres tendus qui ont besoin de se décontracter aussi, et ça, il fait du bien des fois. Pourquoi pas. Et ce que je trouve beau pour la finalité de cette observation, il va préciser qu'ils étaient pleins de bienveillance. À travers le regard, il va le ressentir. Et ils ont quand même... ils ressemblent à des enfants. Et je me dis, est-ce que ces deux créatures ne viendraient pas... n'étaient pas finalement un stage presque, tu vois, ils auraient une école, je ne sais pas où, et leur stage peut-être de découvrir une plante venue d'une autre planète, enfin, je ne sais pas, hein, voilà, magnifique. Exactement. Donc je vais loin, mais j'y vais. Hein. Après tout, ils sont venus jusqu'ici, et je me dis, en fait, ils sont venus là, et c'était leur devoir peut-être de leur école là-bas, et je trouve ça poétique et joli. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais écoute, si on peut finir comme ça, c'est magnifique. Je ne saurais mieux compter, pourtant en Provence on compte bien. Virgile, tu as fait une belle histoire, moi je veux croire à celle-là. Eh bien écoute, alors croyons à celle-là.
Merci Alain, merci beaucoup pour eh ben, pareillement, merci pour ton temps. Et puis je suis sûr qu'on est voué à se revoir. Et je pensais même, tu vois, si un jour peut-être envisager un week-end connexion mystère à Valensole avec retourner sur les lieux de l'observation, venir manger ici chez toi. Ça demande une certaine organisation, mais je me dis pourquoi pas après tout. Écoute Virgile, tu seras jamais le bienvenu ici en tout cas, parce qu'on adore déjà ta chaîne et la personne que tu es pour relater tout ça. Tu es le bienvenu ici. Eh bien merci. Sur ce, nous on va aller se boire un bon sirop de verre de lavande. Bonjour Maurice. Et bonjour. Merci de me recevoir ici à Valensole. Avec plaisir. Alors, hier, j'ai eu la chance d'assister à cette conférence au sujet de Maurice Mas, qui, dans le passé, aurait fait cette fameuse observation qui est très reconnue ici en France, et pas que. Exactement. Et je voudrais savoir si vous seriez d'accord pour me faire l'honneur de partager cette histoire avec Connexion Mystère. Ben, il n'y a pas de problème, au contraire, avec plaisir, avec plaisir. M'en voilà ravi. Je vous laisse nous raconter tout ça. Alors, je vous raconte l'histoire de Maurice Mas. C'est un homme ordinaire qui a vécu une expérience extraordinaire. 1er juillet 1965, 5 heures du matin, beau temps. Maurice Mas, un homme, un agriculteur normal, tout à fait normal, prend son tracteur. Il dit, je vais biner mes jeunes lavandes au quartier qu'on appelle l'Olivol. Donc il arrive, il arrête son tracteur, puis il dit, avant de commencer, je vais fumer une cigarette. Donc il s'assoit. Alors ici, il faut savoir que lorsque les agriculteurs labourent, il y a toujours des pierres qui remontent. Et ces pierres, on les met les unes sur les autres, ça peut être de genre de mur, mais nous on appelle ça un clapier. Donc il était derrière son clapier, fume sa cigarette, puis tout d'un coup il entend un bruit. Il dit, qu'est-ce que c'est ce bruit? Bon, il se dresse, il fait le tour de son mur, de son clapier, et il rentre dans le champ qu'il allait biner. Puis, il croit voir une Renault Dauphine jaune. Mais il dit, que fait cette Renault Dauphine jaune à 5h30 du matin dans mon champ? Puis après, il dit, non, c'est pas une Dauphine. C'est pas un hélicoptère non plus. Je sais à quoi ressemblent les hélicoptères. Et puis, il s'approche, et il s'aperçoit que ce qu'il a pris d'abord pour une dauphine, ensuite il a ressemblé à un ballon de rugby. Comme au début, il a dit une grosse araignée, ça ressemblait à un ballon de rugby, avec un trou, avec un axe central qui s'était enfoncé dans la terre de 40 cm, la place de 6 pieds. Et lorsqu'il s'approche, il voit deux petits êtres penchés sur ses lavandes. Et à ce moment-là, un des deux l'aperçoit. Il a dit, pas plus grand que des gamins de 10 ans, 1 mètre 10, pas plus. Une grosse tête, pas de cou, pas de cils, pas de cheveux, une combinaison. Et à ce moment-là, un des deux qui se redresse sort du côté droit de sa combinaison un petit tuyau, et ce tuyau, il lui braque dessus. À partir de ce moment-là, il est complètement paralysé. Il dit, j'étais bien, mais je ne pouvais plus faire un mouvement, ni les bras, ni les jambes, mais j'étais bien, et je voyais que ces deux petits êtres en face de moi, à la place de la bouche, ils avaient un genre de trou. J'entendais comme un gargouillement, je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais il disait,
j'ai l'impression qu'ils se moquaient un petit peu de moi quand même. Mais, dans leurs yeux, je lisais de la bienveillance, je lisais de la bonté et surtout pas de l'agressivité. Ça, c'est fort, c'est très fort. Donc, ces deux petits êtres remontent dans leur habitacle, c'est comme un classeur, hein, comme on ouvre un classeur. Ils remontent et en haut, il y avait un dôme transparent et ils les voient tous les deux. Ça se soulève, le machin central rentre, les pieds commencent à tourner, sans poussière, sans rien, hein, et ça repart à la vitesse de l'éclair sur Manosque. Alors, au bout d'un moment, il se dit, peut-être si je reste paralysé toute la vie, je suis bien joli là. Puis non, au bout de quelques temps, il ne sait plus, de meilleure, 3/4 d'heure, il ne sait plus. Il commence à bouger un bras, il dit, ça y est, je commence à bouger. Et puis, effectivement, il voit qu'il y avait un genre de cuvette, et avec, je viens de vous le dire, un trou central et la place de 6 pieds. Et la terre meuble, très meuble, très meuble. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il faut que j'en parle à mon ami, qui s'appelait André Moisson, le bar des sports. Il dit, je vais le voir, je vais lui raconter, parce que ça me... Et donc, il rentre au bar, et il dit à Dédé Moisson, André, qu'on appelait Dédé, il lui dit, voilà, je viens de voir quelque chose que tu vas peut-être pas me croire. Hein. Qu'est-ce que tu as vu? Il lui raconte. Il dit, qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, oui, je t'assure, je viens de voir tout ça. Mais surtout, hein, n'en parle pas, hein, parce qu'on va me prendre pour un fou. Alors, Dédé a jamais rien dit, mais autour, il y avait une dizaine de personnes. Alors, ben, c'est dans un bistrot, quand vous dites ne parle pas, un quart d'heure après, tout Valençol était au courant. Donc, après, Dédé lui dit, il faut aller voir les gendarmes. Non, non, moi, je ne vais pas voir les gendarmes. Si j'avais su, je ne disais rien. Bon, finalement, ils sont allés voir les gendarmes. Les gendarmes leur ont dit, on n'a pas le temps maintenant, on ira ce soir. Et ils sont allés le soir avec une lampe électrique. Et le soir, la terre qui le matin était meuble était dure comme du béton armé. Et il y a même eu un ufologue ou journaliste qui a pris son couteau et il a cassé la lame. Et tu la plantes dans le champ à côté, ça s'enfonce. Donc premier, voilà, ça c'est déjà... Alors, les gendarmes, lorsqu'ils l'ont interrogé, parce qu'ils le gardaient des fois jusqu'à 1h du matin, ah, monsieur Masse, vous n'avez pas bu un petit coup à 6h du matin? Non, monsieur, non, à 6h, je suis un travailleur. Voilà, donc on disait, vous avez fait ça pour vous faire de l'argent, vous avez fait ça, mais non, tout ça. Alors à la fin, il a dit, si vous continuez, vous allez me faire enfermer. C'est pas possible, je vous dis, non. Donc, à la suite de ça, ça a appelé boule de neige, c'est autre que boule de neige, c'est-à-dire que ça a été d'abord ici, puis après c'est parti dans le département, c'est parti dans la France, et puis il y avait un défilé de voitures de partout du monde entier qui voulaient voir le lieu, qui voulaient voir Maurice. Alors 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. À la fin, il a dit, mais arrêtez, je vous ai déjà tout raconté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ce que je vous ai dit? Oh, zut. Allô? Allô? Oui. Ouais, ben je sais, j'ai eu ton message ce matin. Ben, ils vont y aller, ils vont tout débarrasser, puis c'est fini, on n'en parle plus, on enlève tout. Hein. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ça n'a pas de nom, hein. Alors, voilà. Et là, les petits bonhommes, ils ont piqué? Ah bon, ils y sont plus, ils ont disparu. On les avait mis dans le béton pour pas qu'on nous les prenne. Ils se sont débrouillés de les démonter. Voilà. Bon, ben écoute. Le masque, il était par terre, là, c'est sûr. Maurice? Ouais. Bah, il était en plusieurs morceaux, ils l'ont un peu recollé. Ils l'ont un peu recollé. Mais enfin, c'est fini, je leur ai dit de tout débarrasser. Hein. Le monde entier est arrivé.
il en est venu de partout. Alors un jour, c'est lui qui me l'a raconté, au début où il continuait à parler, quelqu'un tape à la porte, entrez, il lui dit, vous venez encore pour l'histoire? Bon, asseyez-vous. Vous venez d'où? De Moscou. De Moscou? Vous venez de Moscou pour ça? Eh bien oui, je viens de Moscou, pour vous dire à tel point le monde entier. Et ce qu'il y a, c'est qu'à la suite de ça, il ne pouvait plus se réveiller. Il aurait dormi toute la journée. Il fallait que sa femme Jeannette le secoue. Maurice, lève-toi, réveille-toi. Il ne pouvait plus garder une montre. Ou elle avançait, ou elle reculait, ou elle se bloquait. Donc tout ça, ça ne s'invente pas. Tout ça est mystérieux et le mystère continue. Donc après, il faut quand même savoir que pendant une dizaine d'années, il n'a plus rien poussé. À un moment, il en avait tellement assez qu'il est parti à Gien chez des amis qui étaient pêcheurs pour souffler. Ben, ils l'ont suivi jusqu'à Gien. Il a pris le bateau pour être tranquille en mer. Vous vous rendez compte à quel point on le harcelait, on l'embêtait pour qu'il raconte, alors qu'il avait toujours dit, mais je vous l'ai déjà dit 1000 fois. À la fin, on a dit à un journaliste, vous savez, ben, vous m'emmerdez. Il a dit, bon, voilà, donc c'était quand même terrible pour lui. Et donc, ce qu'il a... Ben, par contre, après, on était voisins et amis. Il faut savoir que c'est sa mère, qui s'appelait Aline, qui m'a mis au monde. Parce qu'à l'époque, on laissait encore dans les maisons. Et comme sa mère était toujours chez moi et moi chez lui, et même il m'a dit un jour, tu sais, si tu t'appelles Maurice, hein, eh ben, c'est grâce à moi. Parce que ta mère a dû dire, comme Maurice, tu t'appelles Maurice, ben je vais t'appeler aussi Maurice. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, mais on s'appelle Maurice tous les deux. Et à un moment, il a dit, j'en ai assez. Et là, à l'époque, je m'occupais un peu de la mairie, j'étais un peu dans le mouvement, il me connaissait, il m'a vu naître et tout. Il me dit, écoute, Maurice, je ne vais jamais plus parler. Je te donne l'autorisation, tu fais ce que tu veux. Mais moi, c'est fini. Et à partir de ce moment-là, donc ça fait presque 45 ans que je parle à sa place. Le nombre de fois que j'ai raconté l'histoire de Maurice, je ne le compte pas parce que je le fais avec plaisir. J'ai l'impression que je suis investi pour Maurice, pour transmettre sa mémoire, alors que lui aurait préféré qu'on n'en parle jamais plus. Et un jour, je vais chez Jeannette, et elle me dit, je vais te raconter quelque chose. Un an après, à 6 h du matin, parce qu'ici, les paysans, c'est des lavandes, il y a des boutures, et les boutures, il faut les arroser, dans ce qu'on appelle, nous, la vallée des prés. Et ils ont l'eau aussi bien à 4 h d'après-midi qu'à minuit, qu'à 5 h. Lui, il avait l'eau à 6 h du matin pour arroser ses boutures, et il rentre chez lui, et Jeannette voit qu'il avait la tête un peu... Il lui dit, qu'est-ce que tu as, tu es fatigué? Non, non, j'ai rien. Mais si, je vois bien que tu as quelque chose. Non, 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 j'ai... Bon, finalement... Il lui dit, écoute, je viens de les revoir, mais à l'air. Et c'était tellement beau que j'aurais voulu que tu sois à mes côtés. Mais surtout, ne recommençons pas l'histoire de l'année dernière, tu n'en parles pas. Et c'est ce qu'elle a fait. Et lorsqu'elle me l'a dit, j'ai demandé, est-ce que tu m'autorises à le dire? Elle m'a dit oui. C'est pour ça que je me permets de le dire, qu'un an après, il les a revus. Alors, on se pose la question, souvent on me dit, mais est-ce qu'il a tout dit? Est-ce que vraiment il a tout dit? Mais moi, un jour, il m'a dit, je dirai tout, un jour je dirai tout à mon petit-fils. Il a 2 petits-fils, un qui s'appelle Léonard, un qui s'appelle Simon. Je suis allé les voir, ils m'ont dit que le grand-père leur avait rien dit. Alors est-ce qu'il a rien dit et qu'il est parti avec son secret de dire je dirai tout? Parce que s'il avait dit je dirai la vérité, c'était pas pareil. Hein. Il a bien dit je dirai tout. Ou alors un des deux lui a dit mais pendant tant d'années, ça c'est ce que je suppose moi, c'est pas la... Mais tu n'en parles pas. Et puis un beau jour, tu pourras le dire. Donc, le mystère, le titre de la Provence, le mystère de l'histoire de Maurice Mas, eh bien, 60 ans après, le mystère continue. Et même tous les scientifiques à qui j'ai posé la question disent on ne peut pas expliquer. Donc, c'est un des cas dans le monde entier qui n'est pas encore expliqué. On ne peut pas dire, ben voilà ce qui s'est passé réellement. Donc, l'histoire continue. Et je suis heureux d'être sa mémoire et de parler pour lui. Voilà l'histoire de Maurice Mas, telle que je l'aime et tel qu'il est exceptionnel. Parce qu'ici, moi, j'emploie un mot que je dis depuis des années, comme vous êtes tous, exceptionnel. Et Maurice était exceptionnel. Maurice, regarde-moi. Vous voyez, il est là, il me regarde. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes, Maurice? Pourquoi tu parles de moi? Eh non, c'est dans le film, et vous avez vu le film hier soir, ce film qui va
qui est diffusé partout dans le monde entier et qui, je pense, a une bonne critique. Voilà. Alors, merci beaucoup, Maurice. Moi, je dois vous avouer que j'ai eu la chance de voir le film hier dans le centre du village. C'était un moment particulier, unique, et j'ai même envie d'aller jusqu'à dire merveilleux. Et vous narrez son histoire d'une façon incroyable et avec un naturel, un aplomb. J'étais comme un enfant devant vous, vraiment. Oui, mais je parle avec le cœur, parce qu'il faut parler avec le cœur. Il faut parler avec le cœur et il faut aimer ce qu'on fait. Et Maurice, je l'ai toujours aimé, et ce que je fais, je l'aime aussi. Donc, ça peut qu'être sincère. Et la sincérité, c'est beau. Mais vous savez, mesdames et messieurs, il faut que je vous le dise, hein, vous êtes exceptionnels, et je dirais même, je vous aime. Eh bien, écoutez, Maurice, moi-même et toute la communauté de Connexion Mystère, parce que j'en suis sûr, ils partageront ce même ressenti que moi, nous t'aimons aussi. Ah, mais merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai maintenant deux questions. Deux questions. Alors, la première, c'est quel message vous auriez pour la nouvelle génération qui s'intéresse au domaine ufologique? Quel message vous aimeriez leur laisser? Le message de dire que on n'est pas les seuls sur Terre, d'après moi. Hein, dans l'univers, il y a d'autres. On n'est pas les seuls. Et que surtout, il faut respecter la parole de celui qui en a parlé. Il faut respecter la parole de Maurice et ne pas le faire passer pour un imbécile ou un illuminé ou un fou, comme on a voulu le faire passer, que c'est absolument faux. Et j'aimerais que les jeunes générations, parce qu'ils parlent de Maurice, en parlent comme quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. Très bien. Mais merci beaucoup parce que moi, je vous rejoins là-dessus. D'accord. Et dernière question. Ouais. Imaginons que Maurice rentre dans cette pièce à cet instant. Qu'est-ce que vous lui diriez? S'il rentrait maintenant? Ouais. Mais je dirais, Maurice, on va boire un coup. Parce qu'il faut savoir qu'après, tous les midis, on prenait l'apéritif ensemble. Hein. Parce que moi, quand ça lui est arrivé, il avait 41 ans, moi j'en avais 24. Donc, on était amis, mais on ne se fréquentait pas. Mais quelques années après, tous les midis, on prenait l'apéritif. Et puis un troisième Maurice, on était 3 Maurice. Et là, quelque chose de... On était 3 Maurice à prendre le pastis. Ben oui, il buvait peut-être un pastis, mais enfin... Et le troisième Maurice s'appelait Maurice Borelli, c'était le boucher du village. Et un jour, je leur ai dit, mais il me semble qu'à Valensole, on est nombreux à porter ce... Et bien, ils m'ont dit, écoute, occupe-toi. C'était en l'an 2000. Hein. C'était en l'an 2000. J'ai fait le recensement. On était 23 à porter le prénom de Maurice à cette époque. Et donc, eh bien, j'ai dit maintenant, à l'avenir, toutes les années, à la fête de la Saint-Maurice, eh bien, avec les épouses, on va faire un repas. Et ce qu'on fait depuis 25 ans. Mais on n'est plus 23. Hein. On n'est plus que 4 ou 5 maintenant. Ils étaient déjà pas jeunes à l'époque. Et depuis, voilà. Mais voilà, donc toutes les années, on fête la Saint-Maurice et toujours en mémoire de Maurice Mas, parce qu'au premier, les premières années, il venait avec Jeannette, on faisait un petit repas chez Pierre ou chez Paul ou un restaurant. Et donc, on a toujours gardé cette amitié. Donc, s'il rentrait, il me dirait, Maurice, mais qu'est-ce que c'est tout ce monde? Mais je dirais, on parle de toi. Oh, encore, il me dirait, mais voilà. Mais après, il me dirait, tu veux, on va boire un coup. Et donc, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons boire tous ensemble quelque chose. Voilà. Ça vous va? Ah ben, c'est parfait. C'est voilà. Parfait. Je vous remercie encore infiniment. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Pour votre temps et pour avoir partagé l'histoire de votre ami si particulière, mais aussi si extraordinaire. Exceptionnel. Et exceptionnel. Alors, j'aime beaucoup quand vous dites... C'est quelqu'un d'ordinaire qui a vécu quelque chose. Qui a vécu une histoire extraordinaire. Exactement. Et c'est un homme ordinaire. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. C'était quelqu'un de très simple, pas du tout illuminé, qui ne racontait pas d'histoire. Donc pour moi, je suis convaincu qu'il s'est passé quelque chose ici même, là où nous sommes. Et quelque chose, alors, on pourrait expliquer, je ne sais pas comment on pourrait expliquer, mais oui, il s'est passé quelque chose, tout à fait. Moi, j'en suis très convaincu. À travers ce reportage, je voudrais rendre hommage à celles et ceux qui ont accepté de prendre la parole. Parler de sa rencontre avec l'étrange, ce n'est jamais simple, et je sais de quoi je parle. Cela demande du courage, parce qu'il faut oser dévoiler une part de soi.
En partageant vos récits, vous avez laissé le mystère trouver un chemin parmi nous. Et ce mystère, loin de nous effrayer, peut transformer notre regard sur le monde. Vos voix ne lèvent pas toutes les énigmes, mais elles ouvrent une brèche. Elles laissent passer une lueur. Et dans cette lueur, il y a de l'espérance. Merci à vous. Au cœur des lavandes, un matin d'été, Maurice travaillait, l'âme simple et vaillante, quand surgit une lumière vibrante. Avec le cœur grand, sans même trembler, dans le silence il a vu l'inconnu. Et l'homme est resté debout, jamais vaincu. Deux petits êtres venus d'ailleurs, pas de menace, ni cri, ni peur. Un instant figé dans le temps suspendu. Une trace au sol, un secret perdu. Avec le cœur grand, sans même trembler, dans le silence il a vu l'inconnu. Et l'homme est resté debout, jamais vaincu. Les gens doutaient, les rires ont grondé, Mais la lavande sait ce qu'il a compté. le secret d'un jour dans les champs de Valençol, où connexion mystère en sera la boussole. Un homme, un chant, la paix retrouvée, Le courage d'une personne qui souhaite dire la vérité. Avec le cœur grand, sans même trembler.